qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La République islamique sous la forme actuelle est un régime politique qui est fini, qui n'a plus de légitimité et donc recherche la confrontation avec l'extérieur pour réprimer à l'intérieur et ne peut pas sortir de cette dialectique de la répression et à l'intérieur et de l'escalade militaire à l'extérieur. La République islamique d'Iran est dans une impasse depuis plusieurs années finalement, depuis l'échec de l'accord sur le nucléaire de 2015, puisqu'il n'a pas été possible de régler le problème, si vous voulez, entre l'Iran et la communauté internationale en se focalisant uniquement sur la question nucléaire. Donc la volonté de ne pas négocier sur les autres sujets a mis le pays dans une impasse économique, sécuritaire, militaire aujourd'hui, politique intérieure, parce que la réforme n'est pas possible non plus sur le plan interne. Donc ça a provoqué des cycles de manifestations qui s'accélèrent, et à partir des années 2010, des manifestations pour le changement de régime, en lien avec une crise qui est plurielle, qui est ce qu'on appelle une polycrise, qui touche l'économie, l'environnement, la culture, les libertés, donc la politique étrangère aussi, donc tout est lié, et donc en ne réglant ou en négociant que sur la question nucléaire, le régime s'enferme. Donc depuis la guerre du mois de juin, si on inclut la première tentative qui était au printemps 2025, au moment où la guerre a été déclenchée, les États-Unis ont tenté à 3 reprises de conclure un accord avec la République islamique, et à chaque fois ça a échoué parce que la proposition a été rejetée au printemps et ça a conduit à la guerre des 12 jours. Ensuite, c'était dans le contexte de rétablissement des sanctions des Nations Unies, le snapback, fin septembre 2025, et là aussi ça a échoué. Et la troisième tentative, c'est maintenant avec la réunion qui est prévue à Oman, mais toujours pareil, avec quels paramètres de négociation, est-ce qu'on négocie au-delà du nucléaire? Maintenant, le contexte est particulier parce qu'il y a eu ce suicide politique de la République islamique, un massacre qui a causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc on est dans une situation où le régime a utilisé l'arme lourde en zone urbaine contre des civils désarmés. Donc on est potentiellement sur un nouveau crime contre l'humanité. Alors on est au début d'un nouveau cycle. Il y a une difficulté parce que la République islamique a toujours plusieurs positions en même temps. Donc c'est la stratégie de la cacophonie, donc qui est utile pour créer de la confusion chez l'adversaire, mais qui est très dommageable pour créer de la confiance. Et donc ça, c'est tout le problème, avec notamment la possibilité d'un transfert du stock d'uranium enrichi à 60%, les 440 kilos d'uranium qui ne sont pas localisés par l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis la guerre du mois de juin 2025. Donc là, il y a un inconnu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stock d'uranium enrichi? Est-ce que la République islamique accepte un transfert en Russie, comme l'a proposé Moscou, par exemple? Ou est-ce que, comme l'affirme le guide, c'est non négociable? Donc il y a plusieurs positions en même temps dans la République islamique, et certains officiels qui parlent aux médias occidentaux ne tiennent pas les mêmes positions qu'on va entendre en persan dans la presse officielle. Donc c'est très difficile de savoir quelle est la position réelle de la République islamique sur une question importante pour les Occidentaux. De même, s'agissant de la répression qui continue, en fait, parce que là, les tirs à balles réelles ont cessé, puisqu'il y a en tout cas moins de manifestations comme on en a connu début janvier. Il y a la question de la répression dans les prisons, dans les centres de détention, l'utilisation extensive de la peine de mort. Donc dans quelle mesure les États-Unis, Marco Rubio dit que ça fait partie de la négociation. Donc on va voir aussi côté américain une clarification. William Burns a expliqué dans ses mémoires que l'Iran était trop intransigeant pour qu'on puisse avoir un dialogue constructif et fructueux avec la République islamique d'Iran, et en même temps trop important pour qu'on l'ignore. Mais en même temps, à l'époque, il disait que l'option militaire était trop risquée, et le président Trump a brisé ce tabou avec les frappes américaines contre la République islamique d'Iran et ses installations nucléaires au mois de juin 2025. Il faut rappeler que l'Armada qui est déployée actuellement, donc les 10 navires de guerre et le groupe aéronaval qui regroupe plusieurs de ces navires qui est en train d'être déployé en ce moment au large des côtes iraniennes, finalement est déployé en lien avec les manifestations. Donc on voit vraiment que la crise est importante, mais que là, on est plus dans la gestion des conséquences d'une possible action militaire, l'élimination du guide, une frappe ciblée, des frappes massives. Donc, Israël a une position plutôt favorable à des frappes massives. Le président Trump semble plutôt privilégier une frappe ciblée avec un objectif politique précis. Donc, il y a des attentes différentes aussi par rapport à l'utilisation de l'option militaire.
Mais ça, c'est un aspect du débat. Mais l'autre aspect, c'est la guerre informationnelle que mène la République islamique aujourd'hui, en menaçant de conséquences dévastatrices, non seulement pour les pays de la région, mais pour l'économie mondiale. Donc on voit les menaces sur le détroit d'Ormuz pour avoir un effet sur les prix du pétrole, sur les centres financiers de Dubaï par exemple, donc des photos de bases militaires qui sont situées proches d'Abu Dhabi, où sont stationnées par exemple les troupes françaises. Donc on voit qu'il y a toute une gamme de possibles représailles qui inquiètent et qui sont là pour inquiéter. Donc le problème, c'est dans quelle mesure ces menaces sont crédibles. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les missiles courte portée qui pourraient servir à viser les bases militaires américaines, il y a environ 30 à 40 000 soldats américains qui sont déployés en ce moment au Moyen-Orient, sont toutes à portée de ces missiles courte portée qui n'ont pas été utilisés, ou très peu, pendant la première phase de la guerre des 12 jours. Donc le stock est intact aujourd'hui. Les représailles peuvent effectivement viser les infrastructures énergétiques également, si la République islamique estime que sa survie est menacée. Mais là, on parle de frappes qui seraient décidées par un régime sur le point de s'effondrer. Parce qu'encore une fois, ça serait un suicide politique pour la République islamique de mettre sa menace à exécution de guerre régionale. Cette fois-ci, la menace iranienne est de mobiliser les milichites en Irak et les Houthis au Yémen, qui sont considérés aujourd'hui comme les maillons forts de cet, entre guillemets, axe de la résistance. Mais même là, il y a des agendas locaux, il n'y a pas une capacité de la République islamique à contrôler et à actionner directement ses auxiliaires, donc ses forces supplétives, donc il n'y a pas non plus... il y a des menaces qui sont là à dessein, c'est-à-dire pour créer une inquiétude côté américain. Officiellement, le Hezbollah soutient et réagira. C'est ce qu'il a affirmé. Ça, c'est les déclarations officielles. Maintenant, est-ce qu'il est en capacité ? C'est très différent. Est-ce que le contexte libanais interne lui donne cette marge de manœuvre ? C'est une autre question. Et est-ce qu'aussi le Hezbollah ne fait jamais rien qui va à l'encontre des intérêts de la République islamique, mais il n'est pas non plus un pion que la République islamique peut commander en quelques minutes ou en quelques heures. Donc la décision sera prise aussi au niveau libanais. Mais dans tous les cas, s'il y a une escalade militaire américaine, le centre, si vous voulez, du conflit ne sera pas au Levant, il sera dans le Golfe Persique cette fois-ci. Du point de vue du mouvement populaire, le fait que le président Trump soutienne le mouvement populaire, c'est un encouragement par rapport à ce qu'a fait le président Obama en 2009, qui n'avait pas soutenu le mouvement vert, ou Joe Biden, qui avait pris très peu de risques lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc on est clairement en rupture, avec notamment Marco Rubio, qui est une figure assez particulière dans l'administration américaine, puisqu'il est cubain d'origine, et qui connaît bien cette question des changements de régime et des régimes idéologiques. Donc il y a une intelligence de l'administration Trump par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur du pays. En même temps, il y a la volonté d'éviter une guerre sans fin. Donc comment obtenir un objectif politique avec une mobilisation militaire limitée ? C'est pourquoi la focalisation se focalise sur la figure du guide suprême, Ali Khamenei, et sa possible élimination qui déclencherait un choc et une crise interne à l'appareil de sécurité, puisque leur loyauté va directement à cette figure du guide suprême, qui est le commandant en chef des armées. Et donc son élimination sera un coup très dur et un encouragement pour les manifestants. Maintenant, si les opérations militaires échouent, cela pourrait accentuer encore la répression. Donc c'est vrai qu'il y a des calculs militaires, il y a une réflexion qui est faite actuellement au sein de l'administration Trump pour préparer une possible action militaire sans précipitation, parce que il y a des enjeux qui sont importants à la fois pour l'avenir de l'Iran, mais aussi pour la sécurité régionale.